Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et je vais vous parler de mes 3 premières lectures du mois de janvier 2021. 3 lectures dans 3 genres totalement différents. J'avais préparé ma palle pour le mois de janvier histoire de me motiver un peu plus cette année et histoire de respecter cette palle, même si la plupart du temps je ne respecte absolument pas, mais pour le moment on est le 16 janvier et j'ai pas mal avancé. Il me reste juste 2 livres à lire pour finir cette palle, donc je trouve ça très correct. Il me reste encore 15 jours pour terminer. Je pense que ça sera réalisable. Je vais tout d'abord vous parler de Orphelin 88 de Sarah Cohen Scalie aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. De cette autrice, j'ai déjà lu Max que j'avais beaucoup aimé, ça avait été un gros coup de cœur. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une grande fan d'histoire. J'ai peu étudié la Seconde Guerre mondiale à part au lycée évidemment, mais dans mon cursus de licence d'histoire-géographie, on n'a pas du tout abordé la Seconde Guerre mondiale et après j'ai continué avec un master de géographie, donc on parlait plus du tout d'histoire. J'aime beaucoup les romans historiques mais je n'en lis pas assez. J'avais trouvé ce roman dans la librairie d'occasion juste à côté de chez moi, donc je me suis lancée. Ce livre débute en juillet 1945 à Munich. On suit un jeune garçon qui erre dans les rues, qui ne sait même plus comment il s'appelle. On va l'appeler Josh parce que son prénom ne lui revient pas. Et on va vite se rendre compte qu'il faisait partie du programme Lebensborn. Lebensborn, ça a été un programme de, on va dire, remodélisation des enfants, d'endoctrinage des enfants, qui était selon les modèles ariens, c'est-à-dire blonds, aux yeux bleus. Il était possible que ces enfants aient été carrément enlevés de leur famille et qu'ils n'étaient pas non plus allemands. Et c'est le cas de Josh, il a tellement été formaté qu'il ne se souvient plus qui il est. Est-ce qu'il est allemand? Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il est polonais ou d'une autre nation? Il n'a aucune idée, tout est mélangé dans sa tête tellement il a été formaté. Et arrivent d'autres enfants dans cet orphelinat, des enfants qui ont vécu les camps de concentration et qui ont du mal à s'adapter avec le caractère de Josh, parce que Josh, bah oui, il a encore des réflexes un peu hitlériens, c'est-à-dire marcher au garde à vous, parler en allemand quand il dort et même insulter les juifs dans ses rêves, donc ça va poser quelques problèmes. Ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est que l'auteur, à mon avis, a fait beaucoup de recherches sur ce programme de Lebensborn. On apprend des choses dont personnellement je n'étais pas au courant. Par exemple, ces enfants qui ne retrouvent pas leur famille, on les a pris en photo, on les a placardés de partout au cas où leur famille les retrouve, s'ils sont vivants. Mais sinon, ils vont être adoptés par d'autres pays européens. Et ces pays européens, en fait, ont des quotas d'enfants. Par exemple, je sais pas, 30 pour le Royaume-Uni, 30 pour la France, puis après vient le Canada. Et ces enfants aussi doivent avoir moins de 16 ans, c'est-à-dire que tous les enfants qui ont vécu la guerre et qui ont plus que 16 ans ne seront jamais replacés. Ces enfants sont perdus, ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ne savent pas qui ils sont et n'auront droit à aucun avenir. Il n'y a pas que Josh qu'on suit, on suit aussi les alliés qui débarquent en Allemagne et on voit comment ils sont accueillis au début et comment cela évolue, comment on va se servir d'eux aussi pour remettre l'ordre en place dans ce pays. Ces alliés ne sont pas perçus de la même façon par ces enfants-là et par la population environnante. L'intrigue reste captivante, le sujet abordé est vraiment sérieux. Ce qui a fait défaut, c'est que je trouvais ce roman un peu lent par rapport à Max, où il y avait beaucoup d'action. Là, on va rester un long moment dans l'orphelinat avec Josh. On a plus un travail psychologique autour de sa personne. Et après, Josh va vouloir avoir des réponses et va sortir de cet orphelinat. J'ai peut-être trouvé la fin un peu trop facile. C'était lent à se mettre en place. Il y a eu des passages vraiment touchants, mais d'autres pas inutiles parce que ça reste intéressant. Mais je sais pas, il me manquait quelque chose. Pendant toute ma lecture, je n'ai pas arrêté de comparer ce roman à Max parce que ça avait vraiment été un roman coup de cœur, poignant. C'est peut-être pour ça qu'il a souffert de cette comparaison. Donc j'ai juste mis une note de 3,5 sur 5. Ma deuxième lecture, il s'agit d'une romance de Mary McFarlane, Don't You Forget About Me. C'est l'autrice préférée de ma copine Amélie. Depuis le temps que je dois lire un livre de Mary McFarlane, j'ai un autre roman d'elle dans ma palle mais en France que j'espère récupérer en juin ou me faire envoyer par mes parents. Ce roman, comment vous expliquer? Je vais vous faire juste un petit topo du résumé et vous allez vite vous rendre compte qu'entre le résumé et ce que j'ai lu, pour moi, c'était totalement différent. On va suivre Georgia qui va découvrir son copain en train de coucher avec une autre fille. En parallèle, elle va perdre sa job de serveuse dans un restaurant totalement minable.
crasseux. Et là, elle va retrouver un poste de serveuse dans un nouveau pub qui se monte. Et parmi les gérants, il y a 2 frères. Il y a Lucas qui était son premier crush, son premier copain quand elle était au lycée. À partir de ce constat, vous imaginez une petite romance. Et là, j'ai aimé ma lecture, mais en même temps, j'ai pas trouvé que c'était de la romance. Pour moi, ce livre n'est pas de la romance, mais parle plutôt de la construction personnelle de Georgina. Je ne sais pas si je l'appelais Georgia tout à l'heure ou Georgina, mais c'est bien Georgina. J'ai aimé le début de ce roman. On retrouve Georgina et Lucas quand ils sont adolescents. Et après, on a un saut dans le temps, on la retrouve actuellement. Tout le monde a quelque chose à dire sur sa vie. C'est juste que ses parents n'arrêtent pas de lui dire qu'elle devrait faire autre chose, que c'est pas assez bien pour elle, que si, que ça. Pareil pour toutes ses relations amoureuses depuis ce Lucas. Tout le monde lui dit que ce n'est pas assez bien pour elle, etc. D'ailleurs, son petit copain qu'elle trouve avec une autre fille est totalement psychopathe, c'est un gros malade. Et là, quand elle rencontre ce fameux Lucas dans sa nouvelle job, eh ben, il ne la reconnaît pas. Donc elle est un peu perturbée parce qu'elle se dit quand même, ce mec, je l'ai jamais oublié de ma vie et lui, il me reconnaît pas. Et à partir de là, on se dit qu'on va être dans le schéma classique de la romance, alors que pas du tout. Ce que je retiens de ce roman, c'est plutôt la fin avec le beau discours de Georgina, qui est juste une acceptation de soi, une acceptation de ce qu'elle a vécu. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant et extrêmement instructif pour par exemple la jeunesse ou même moi-même. J'ai juste... j'en avais limite les larmes aux yeux à ce moment-là. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on me l'a vendu comme si c'était une romance. J'ai pas eu tout ce que je recherchais dans une romance. Je dis pas du tout que ce livre n'était pas bien. Je dis juste qu'il devrait pas être dans cette catégorie-là pour moi. Et un petit bémol pour ce roman, je l'ai lu en VO et je ne sais pas, il y a beaucoup de dialogues et j'ai toujours eu l'impression que le personnage était pressé et voulait parler vite, alors que clairement c'est moi qui le lis, donc c'est moi qui donne le ton de la lecture, c'est moi qui donne la vitesse de ma lecture, et j'avais toujours l'impression que quand c'était Georgina qui parlait, ça s'accélérait dans ma tête, comme si elle était pressée de dire quelque chose, comme si c'était oppressant pour elle. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment bizarre comme expérience de lecture. Là aussi, j'ai mis 3,5 sur 5. Et le troisième roman dont je vais vous parler, il s'agit du deuxième tome de Skyward, Starsight de Brandon Sanderson. Je vais vous faire rapidement le résumé du premier tome parce que ça va être plus simple pour moi, puis je vais pas pouvoir vous parler du deuxième tome vraiment sans vous spoiler. Les derniers humains se retrouvent sur une planète qui s'appelle Detritus. Ça fait un moment qu'ils y sont, j'allais dire une centaine d'années environ, et ils sont souvent attaqués par des Krell qui sont des extraterrestres, mais on n'en sait pas plus. Ils ont du mal à se développer, on sait qu'ils se cachent parce que dès qu'ils sortent, les Krell les attaquent, mais ils attaquent par les airs, par des vaisseaux, ils sont pas sur Terre. Donc sur Detritus, le top du top, c'est d'être pilote, c'est de se battre contre ces Krell pour préserver les derniers humains. Et là, on va suivre Spensa, qui est une jeune fille, une jeune adolescente, qui rêve d'être pilote depuis qu'elle est toute jeune. Sauf que le problème de Spensa, c'est que son père est un traître. Son père est un traître car il a fui un combat. Et clairement, apparemment, ça ne se fait pas. Nous ne savons pas pourquoi il a fui le combat, mais il est considéré comme un lâche plutôt qu'un traître. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Il est considéré comme un lâche. Et je ne sais pas pourquoi dans cet univers-là, si ton père est un lâche, tu es forcément un lâche toi aussi. Donc elle va devoir prouver que ce n'est pas génétique d'être lâche. Elle va devoir prouver qu'elle est capable de devenir pilote, et beaucoup de gens vont lui mettre beaucoup d'embûches sur son chemin. C'est-à-dire qu'elle va intégrer l'académie pour devenir pilote, mais elle ne va pas pouvoir rester le soir pour dormir avec les autres étudiants. Donc elle va se cacher dans une cave parce qu'elle ne veut pas faire honte à sa famille, qui est déjà maltraitée, parce qu'il n'y a pas qu'elle qui est maltraitée, il y a toute sa famille qui a été mise de côté parce que son père était un lâche. Et dans une de ces caves, grottes, où elle se cache pour dormir, elle découvre un vaisseau spatial. Et ce vaisseau spatial a une intelligence artificielle. C'est un vaisseau qui est clairement au-dessus de tous les vaisseaux qu'ils ont dans leur flotte, car aucun des autres vaisseaux n'a une intelligence artificielle. Dans le premier tome, j'avais adoré Spensa, je la trouve forte, charismatique, elle est complètement perchée, mais j'aime bien ça. Elle est drôle. Franchement, c'est un super personnage. J'ai adoré le côté science-fiction, beaucoup de batailles, d'entraînement, j'ai trouvé ça très visuel. En plus, on a des petits schémas d'explication au fur et à mesure de notre lecture.
Dans ce deuxième tome, je trouve que Spensa a évolué, elle fait un peu moins de blagues. On sent que toutes les actions du premier tome l'ont marquée et qu'elle a évolué et qu'elle est plus cette petite adolescente mais qu'elle commence quand même à devenir une jeune femme et qu'elle sait que ses actes ont des conséquences. Dans le premier tome, on restait vraiment sur la terre, Détritus, et là dans ce deuxième tome, on peut clairement explorer le monde avec Spensa. Je m'attendais pas du tout à ce genre de développement, mais c'était très intéressant. On focus vraiment sur elle et on met de côté les autres personnages. Sans trop vous spoiler, c'était pas mal du tout. C'était pas un coup de cœur comme le deuxième tome, mais j'ai aimé les petites allusions, s'il y en a, enfin en tout cas moi j'en ai trouvé, au monde actuel. J'ai trouvé il y avait beaucoup de paroles sur la tolérance, sur la diversité, sur le fait de savoir qui est le méchant par rapport à qui, pourquoi ce peuple est considéré comme les méchants et pourquoi il ne l'est pas pour d'autres, qu'est-ce qui s'est passé pour les humains avant qu'ils arrivent sur Détritus et pourquoi ils ont été forcés à atterrir sur Détritus. J'ai trouvé qu'on avait beaucoup de réponses sur toutes les questions qu'on se posait dans le deuxième tome. La fin de celui-ci donne trop envie de lire la suite et j'espère que cette suite sera pour cette année parce que je vais pas pouvoir attendre plus longtemps que ça. Je sais que Brandon Sanderson sort quand même ses livres assez rapidement, donc j'ai beaucoup d'espoir pour avoir le troisième roman en 2021. J'ai pas du tout regardé s'il allait sortir à ce moment-là. Et je lui ai mis une note de 4 sur 5. J'ai passé un très bon moment. Voilà, cette update lecture est terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces 3 romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!